Bienvenue à tous, bienvenue dans mon émission, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la civilisation mondiale grâce à l'Égypte. Allez, générique, c'est parti. Paul Faber on the track. Bienvenue à tous, bienvenue dans mon émission. Voilà, la partie 1 a suscité beaucoup de paroles, beaucoup de gens étaient un petit peu confus, embrouillés de savoir que toute la civilisation, tout ce qui se passe ici, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on les a renseignés, tout ce qu'on les a enseigné à l'école était que mensonge et que n'importe quoi. Et que tout ça a tout simplement été fait par des Africains noirs. Et plein de gens se posent aussi la question, comment ça se fait qu'il y a eu des peuples Inca, Machu Picchu et tout le reste des pyramides, parce qu'il y en a aussi des pyramides en France, c'est caché, et ça ne se voit pas très bien, parce qu'il y a aussi eu des peuples noirs en France, en Europe même. Il y a aussi eu des pyramides au Japon qui sont aussi cachées. Il faut savoir que l'Europe, à l'époque, était bien peuplée par des Noirs. Il y a aussi la Corse qui est vraiment parfois très nationaliste. Les anciens drapeaux de la Corse, c'était bien noir. C'était bien noir. Et je crois qu'on connaît tous l'habitant très ancien de la France qu'on a trouvé, malgré qu'on le maquille, qu'on le met des faux cheveux et tout le reste, ça reste un noir. L'ancien habitant de l'Angleterre, on pouvait monter et descendre, ça reste un noir. Les blancs, comme dans la précédente émission, la partie 1, je vous ai montré, les blancs, le caucasien vivaient dans des cavernes, comme ils ont toujours eu cette habitude de refouler l'étranger, refouler les gens qui viennent de chez eux, et cette habitude persiste jusqu'à présent, sans les critiquer, hein. C'est une façon de voir les choses. Mais ça a toujours été comme ça. Le peuple noir, à un certain moment, je vous ai expliqué dans l'émission où je parlais du franc-maçonnerie, je vais mettre le lien en description, qu'à un certain moment, tout a été ravagé. Les Italiens, les Grecs et la Macédonie aussi, ils sont tous venus en Égypte pour piller. Vous allez voir des choses, tout ce qui a été, ça s'est expliqué dans ma précédente émission, je parlais de franc-maçonnerie. Tout a été volé, pillé, spoilé, a été importé en Amérique, en France, en Angleterre, tout à gauche, à droite. Et à un certain moment, il fallait complètement changer le cours de l'histoire. Et ce qu'il fallait faire, c'est que ce peuple qui allait encore remonter, qui est le peuple noir, il fallait le maintenir pour qu'il ne monte plus et changer complètement le cours de l'histoire. Et tous ces caucasiens qui étaient en train de descendre, ils ont tout trouvé là. Il y a des tas de choses qu'ils ont trouvé qu'ils étaient déjà installés. L'histoire est un peu complexe, mais là, on va passer directement à la partie 2. Et que là, je vais vous expliquer encore toute autre chose. Et vous allez voir que l'histoire n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous raconte à l'école. Quand on cherche la vérité, parfois on fait un grand détour. Et au final, on s'aperçoit qu'on était juste à côté. Un seul mur fin nous en séparait. Au lieu de regarder les cieux, de scruter les étoiles et de fantasmer sur des extraterrestres, il fallait tout simplement regarder en bas, juste sous nos pieds, au sol. C'est ce qu'a fait Joseph Davidovits, un minéralogiste et égyptologue laissé dans l'ombre. En fait, c'est une question de chimie et de minerais. Voici un coffrage simple en bois. On mélange du calcaire friable avec de l'argile blanche appelée kaolin. On dissout de la soude caustique dans l'eau. On mélange le tout ensemble avec un peu d'eau. Ça donne une sorte de pâte. On la verse dans le coffrage. Quelques heures plus tard, la pâte commence à durcir. Les minerais se lient entre eux grâce à la réaction chimique, ce qui, au bout de 30 jours, donne une vraie pierre blanche, dure comme le parement de la pyramide. C'est le premier béton de l'humanité. Aujourd'hui, le béton est un matériau quelconque, vulgaire, mais à cette époque, ce mélange était noble et coûteux.
Le carbonate de sodium vient du natron, une région d'Égypte. D'où le symbole en chimie du sodium Na pour natron. La chaux est faite en calcinant la pierre de calcaire. Quand on mélange la chaux avec le carbonate de sodium, ça donne de la soude caustique. L'argile kaola est naturellement intégrée dans le calcaire en Égypte. Ce calcaire argileux est abondant, il y en a des millions de mètres cubes. Le tout est mélangé avec de l'eau et versé dans les coffrages en bois. C'est ainsi que les Égyptiens vont réaliser toutes les pierres. Joseph Davidovits a fait cette découverte en 1989. À l'époque, il suppose que les pierres sont moulées et coulées sur place et non taillées. Il appellera ce procédé géopolymère. Le principe est le même que celui du béton d'aujourd'hui. Le ciment moderne est fait d'argile calcinée à 1450 degrés. Mélangé à de l'eau et à des gravats, cela donne du béton. Les anciens utiliseront le natron et la chaux à la place du ciment moderne. Ce mélange de natron, de chaux, d'argile et de calcaire à température ambiante et à ciel ouvert donne le même résultat que le béton moderne. Il s'agit de béton géopolymère. Des milliers de preuves l'attestent. La pyramide rhomboïdale semble sortir du moule. La qualité du béton est excellente. Il interprète de manière différente la traduction officielle des textes des colosses de même nom. Ils ont construit comme ils faisaient leur pain, avec beaucoup d'amour. Le matériel est un mélange chimique de pâtes siliceuses très complexe. La théorie de Joseph Davidovits a été réfutée et jetée aux oubliettes pour faute de preuves scientifiques. Des années plus tard, il amènera les preuves avec des analyses chimiques. Même avec des analyses très poussées, la différence chimique entre une pierre coulée, artificielle et une pierre naturelle est quasi imperceptible. Le résultat est le même et c'est pour cette raison que les géologues n'ont rien vu. Ils laissent encore place au débat, mais les égyptologues ne sont toujours pas convaincus. Il semble plutôt qu'ils ne veulent pas être convaincus. En 2006, l'administration égyptienne a fait une déclaration officielle. Les pierres ne sont pas du béton. Affaire classée officiellement. Mais ce n'est pas une simple déclaration qui peut transformer physiquement la pyramide de béton en pierre taillée. Davidovits fournit des résultats d'analyse paléomagnétique. Chaque pierre dans la nature au moment de sa formation est magnétisée par la Terre. C'est-à-dire que chaque pierre a un or, comme une boussole. Toutes les pierres de la pyramide ont un or magnétique unique et non aléatoire. Ce sont des analyses chimiques réalisées au microscope par Davidovits, des preuves, mais elles ne sont pas suffisantes pour convaincre le public. Avons-nous d'autres preuves plus convaincantes pour le public, hormis les analyses chimiques et aux rayons X? Donc voici une pierre naturelle qu'on trouve un petit peu partout dans la nature et voici notre morceau de bois. Dans la nature, on trouve toujours le bois qui pousse à côté de la pierre. Et voici la preuve. Et donc voici une pierre que j'ai coulée avec la formule de Joseph Davidovits. Et avant que la pierre sèche, j'ai mis un morceau de bois. Et ce morceau de bois, elle restera ici coincé définitivement. Dans la pyramide de Médum, à 70 km plus bas du plateau de Gizeh et de la Grande Pyramide, au cœur de la pyramide, on trouve une pierre de 2 tonnes environ. Et à l'intérieur de cette pierre, il y a un morceau de bois qui est incrusté là pour l'éternité. Ce morceau de bois, il est là depuis 4500 ans. Mais peut-être que les Égyptiens ont tout simplement creusé un trou, puis incrusté le tronc? Non, ce n'est pas possible parce que la pierre épouse parfaitement la poutre. Entre la pierre et le bois, il n'y a pas de mortier. Entre la pierre et le morceau de bois, il n'y a pas d'espace même pour incruster une épingle. Bien sûr, il ne faut pas se fier uniquement à une photo. Nous nous sommes rendus à la pyramide de Médoum. L'histoire de l'Égypte est suspendue à cette poutre.
Mais remontons quelques années en arrière. Encore un peu plus loin, quand les Égyptiens s'installèrent sur les bords du Nil. Bien avant, ils découvrent la numérotation. Ils partent du simple principe de 1 à 10 en comptant les doigts de la main. Ensuite, ils comptent les doigts des pieds, plus 10, et ainsi s'approprient la numérotation 10 par 10 par 10. C'est le même système que l'on utilise de nos jours. Après le langage, la numérotation est la deuxième chose que l'humanité a apprise, bien avant l'écriture. La numérotation par 10 est pour les humains la première porte d'entrée de la compréhension scientifique de l'environnement. C'est une sorte de pont entre le primitif et l'intelligence. Les Égyptiens observent que l'année est faite de 365 jours plus 1. Ils la découpent en 3 saisons de 4 mois, donc 12 mois. Les saisons s'appelaient inondation, germination et récolte. Au fil des années, ils observaient un phénomène étrange. Chaque année en été, durant une journée précise, le 14 juillet, une étoile, la plus brillante, se levait avec le soleil et quelques minutes plus tard, elle disparaissait dans la lumière. Le même jour, le Nil inondait les champs. Les crues étaient fertiles, indispensables à la vie pour produire la nourriture. Les Égyptiens ont divinisé cette étoile et l'ont appelée Sobdé ou Septi. C'est l'étoile qui annonçait les crues du Nil. Aujourd'hui, on l'appelle Sirius. Ce phénomène s'appelle la levée helladique du Sirius. C'est le premier jour de l'année égyptienne. S'ensuivaient 5 jours de fête. Le Nil apportait le limon indispensable aux cultures. C'est pour cette raison que cette étoile était sacrée pour eux. Les terres étaient inondées pendant 3 à 4 mois consécutifs. Le travail dans les champs s'arrêtait, alors les Égyptiens remontaient dans les collines pour avoir les pieds au sec. Voilà, c'était parti pour 3 mois de vacances. Et ce fut ainsi pendant des milliers d'années, année après année. Cet épisode est occulté et n'est pas expliqué par les égyptologues. Ils ne parlent pas du tout des crues du Nil. Un esprit naïf se demande tout de suite, mais que faisait-il pendant 3 à 4 mois s'ils ne pouvaient pas cultiver les champs? Les Égyptiens vont faire 3 choses durant ces 3 à 4 mois de vacances. Observer, mesurer et tout noter. Dès le retour du Nil dans son lit, un gros problème avait surgi. Les limitations des champs avaient disparu. Il fallait alors retracer les limites des champs de chaque paysan et commencer à semer au plus vite. Et il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayèrent les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi, mais il y avait un problème. Cette unité n'était pas fixe. Le problème était réglé pendant son règne, mais tous les rois n'avaient pas la même taille. Le roi suivant voudrait sûrement qu'on utilise son pied ou son coude par jalousie. Dans les collines, en attendant le recul du Nil, les Égyptiens réfléchissaient et cherchaient une solution au problème. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille.
Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Aujourd'hui, une vidéo incroyable dans laquelle vous allez plonger au cœur de la première étape du projet Serapeum. Donc ça c'est l'arête N sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ok. Donc 1 mètre. 1,000 mètre. 1 mètre pile mesuré au laser 2 fois de suite. Ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux, ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre, la main royale le décimètre et la jambe royale le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui 1 centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter. L'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fête à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Les gens vont sauter quand ils vont entendre ça, professeur. C'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de
tout le savoir dans l'Antiquité, et les Grecs sont venus puiser dans le savoir égyptien à partir du VIe siècle. En moins 525, Cambyse détruit, si vous voulez, la souveraineté égyptienne. Les Perses s'installent. Après eux, les Grecs, vers moins 332, vont s'installer. Et puis après eux, c'est l'époque hellénistique. Et après eux, les Romains. Le noir a connu une période de domination. Il a dominé le monde, c'est en fait certain, jusqu'à moins 525. C'est l'Égyptien, le type général de l'Égyptien que l'on a voulu représenter là avec les contrastes de couleurs. Tout de suite après, c'est l'Indo-Européen, donc le spécimen qui représente toutes les races leucodermes, qui étaient donc à cette époque-là réfractaires à la civilisation. Et le troisième, c'est les Noirs du reste de l'Afrique. Vous voyez, essayez de trouver une différence entre le premier et le troisième. C'est uniquement le même type et le texte le dit aussi. Et le dernier, à gauche, c'est le sémite. En 1312, quand il prend le pouvoir, il hérite de toute une série de titres. Roi des rois, Lion du Mali, et peut-être le plus important de tous, Seigneur des mines. Une enquête a classé Mansa Musa comme l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. En comparaison, Bill Gates est arrivé 12e avec quelque chose comme un quart de la fortune de Musa. C'est un des personnages historiques les plus incroyables qui soit et peu de gens en ont entendu parler. Mansa Musa dirige un immense empire africain. L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements aurifères connus. Mais je voulais, sur la problématique de l'imposture, revenir aussi à l'histoire de l'Europe. Savez-vous que quand nous étions gamins, on avait l'habitude de nous dire que les Celtes avaient fait les menhirs, avaient construit les obélix. Ces gros rochers, voilà, qu'Obélix justement dans Astérix porte. Tout ça. Et la chose, c'est que moi, depuis le début, j'ai dit que c'est totalement faux. Et que les constructions comme Stonehenge existaient déjà avant l'arrivée des Blancs en Europe. Eh bien, je voudrais vous montrer justement les conclusions de la jeune école d'archéologie qui rejoint parfaitement mes positions et qui explique pourquoi il y a eu un mensonge sur ce plan-là, ce qui montre bien qu'il y a cette habitude de mentir, en tout cas au niveau de l'historiographie occidentale. C'est important de regarder le numéro 2, le document numéro 2 que j'ai amené à ce sujet. C'est parti.
Les mégalithes sont étudiés pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains. Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la celtomania, propagande pour la grandeur celtique, qui transforme les dolmens en hôtels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini. Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du néolithique, c'est-à-dire 2000 ans avant l'arrivée des Celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvres de la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont d'ailleurs fait preuve d'une grande ingéniosité pour arriver à déplacer et ériger ces énormes dalles qu'ils recouvraient d'ailleurs parfois de terre ou de pierre. Alors, une petite démonstration? C'est facile quand on a la technique. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux Celtes? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Le Néandertal, quand il arrive en Europe, c'est faux. Parce que les Néandertaliens, étant originaires d'Afrique, ils ne sont pas tous partis. On sait très bien que l'homme moderne, c'est un groupe humain qui est parti, mais la majorité est restée sur le continent africain. Donc il en va de même pour le Néandertal. Donc il faut savoir que l'humanité moderne africaine a côtoyé beaucoup d'espèces qui n'étaient pas des espèces aussi abouties que son espèce. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on vous présente un Néandertal blanc, alors que le Néandertal a toujours été africain. Est-ce que vous voyez l'affaire? On va mettre des faux cheveux sur des crânes, on va vous faire des peintures qui représentent des blancs, enfin des histoires à dormir debout, alors que tout le monde sait très bien que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est au-delà du réel. Maintenant, on vient vous dire que le moderne africain qui est parti en Europe aurait eu 4%, écoutez l'affaire, 4% de gènes partagé avec le Néandertal, qui fait que ce mélange qui n'aurait pas eu en Afrique, alors imagine l'affaire, il faut comprendre l'affaire, parce que là on a affaire à des gens qui sont malades, des malades mentaux. Vous avez en Afrique tous les types d'hominidés, mais ils ne se parlent pas, ils ne discutent pas entre eux, il n'y a rien. Visiblement, ils ne se rencontraient pas. Mais lorsqu'ils arrivent à l'extérieur de l'Afrique, c'est là qu'il y aurait une mixité à hauteur de 4%. Et ce qui est extraordinaire, c'est voir Sandé Pabo, qui est un grand généticien, rentrer dans des histoires, je dirais, qui sont assez surprenantes. Parce que si je vous donne 1 litre d'eau et je vous donne 4% de grenadine, essayez de trouver 4% de grenadine dans 1 litre d'eau. Il faut bien voir qu'on raconte quand même des histoires dormir debout. Maintenant, la problématique, c'est quoi exactement à ce niveau-là? C'est que l'espèce caucasienne n'est à l'origine d'aucune invention. Rien, zéro. Et pourquoi tout le monde le sait? Parce que les conditions climatiques, qui étaient celles de la glaciation, ne lui ont pas permis de rentrer en phase d'observation du fonctionnement de la nature. Ce sont des gens qui vivaient dans des grottes. Et c'est dans ce problème de grotte où on a défendu sa grotte contre celui qui venait, c'est-à-dire on a réduit vraiment au caractère le plus primitif ce qu'on appelle la notion d'accueil de l'autre, qui fait que le comportement de l'Européen est toujours indexé à son comportement de l'époque quand il vivait dans les grottes. Et je tiens quand même à rappeler que les grottes existent jusqu'à aujourd'hui. Moi je suis allé voir un certain nombre de grottes parce que les choses sont là, c'est-à-dire on n'a pas détruit les grottes sont là. Vous voyez? Donc ça c'est important de le souligner. Maintenant, concernant l'attaque qui a été faite au professeur Cheikh Anta Diop,
Vous savez que, moi je vais vous dire un certain nombre de choses parce qu'il faut bien comprendre la chose. C'est vraiment petit, c'est vraiment très petit. Moi qui ai eu l'occasion de m'entretenir sur la question avec la direction de l'UNESCO, vous savez qu'il s'est posé une problématique très simple dans les années 60, c'est que l'Afrique était le seul continent qui n'avait pas de livre d'histoire. Et qu'il était important de pouvoir rédiger ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique depuis l'apparition des premiers hominidés jusqu'à la période contemporaine. Est-ce qu'on allait s'enfermer, je dirais, dans une discussion africo-africaine? Ça a été, je dirais, le côté extraordinaire de l'UNESCO, c'est de permettre une réunion de chercheurs internationaux qui allaient pouvoir débattre de la question. Donc ça, jusque-là, c'est OK. Maintenant, lorsque l'UNESCO demande au professeur Cheikh Anta Diop de se pencher sur le chapitre qui va concerner l'histoire antique africaine avec la civilisation de l'Égypte, le professeur Cheikh Anta Diop dit que je ne veux pas rédiger cette partie seul dans mon coin, puisque dès que je vais publier mes écrits, ils vont être attaqués par tout le monde. Et qu'il sera trop tard pour faire un débat d'aéropage de savants. Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons débattre de cette question dans un cadre ouvert et scientifique, en demandant à tous les pays occidentaux d'envoyer leurs plus grands spécialistes dans ce débat. Et moi, je prévois d'avoir 2 autres spécialistes africains à mes côtés, dont le professeur Théophile Obenga et le 3e qui n'a pas pu venir. Bon. Maintenant, il dit qu'il faut donner 1 an d'avance aux spécialistes pour qu'ils aient le temps de retenir cette date-là dans leur agenda et pouvoir effectuer leur déplacement et faire préparer leur intervention dans le cadre du débat. Donc l'UNESCO organise ce colloque au Caire en 1974. On se retrouve face à 2 camps. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est le camp du professeur Diop et du professeur Obenga. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient des noirs à peau blanche, étaient des blancs à peau noire. Pardon, faut voir l'affaire. Des blancs à peau noire. Des blancs à peau noire, c'est écrit dans le document de Jean Vevis. C'est des blancs que personne n'a jamais vus. Des blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des blancs qui existent seulement lorsque quelqu'un a fumé quelque chose ou a bu de l'alcool. Mais dans le monde réel, ces blancs-là n'existent pas. Et vous vous retrouvez, non mais il faut comprendre l'affaire, vous vous retrouvez avec un aéropage de savants qui vient discuter de choses sérieuses avec une thèse qui est absurde. Bon. Mais la chose c'est que la direction de l'UNESCO, qui a organisé les débats et qui a eu l'occasion de s'entretenir en privé avec les chercheurs internationaux, s'est dit que s'il n'y a que 2 spécialistes africains face à un aéropage de savants internationaux, ça va être quand même une raclée pour les spécialistes africains quelque part, parce qu'ils vont avoir des spécialistes en tout, en égyptologie, en anthropométrie, en fait, vraiment des gens qui vont venir avec leur technicité pour démonter leur thèse. Démonter leur thèse. Mais que dit la direction de l'UNESCO? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des preuves scientifiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi, je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges? Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? Pourquoi tout cela est caché? Puisqu'on dit que c'est un imposteur. Montrez les documents. Voilà que ces gens-là ont pris une raclée au colloque du Caire. Il y a eu le colloque de Barcelone auquel le professeur Obenga a participé, où il a mis une raclée. Il y a eu un autre colloque en Afrique à Dakar où ça a été encore une raclée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lors des colloques internationaux, parce que vous savez, l'attrait de l'Égypte antique, d'une façon générale, auprès des Occidentaux. Mais on voit avec l'exposition de Toutankhamon, qui est la plus grande expo de tous les temps. Grande exposition. Donc bon. C'est l'Égypte qui fait la une de pratiquement tous les journaux de vulgarisation scientifique. Donc il y a un attrait important. Donc il y a beaucoup de débats. Mais quand on dit c'est normal que les spécialistes africains
soit présent parmi les intervenants à tous ces débats, y compris les émissions de télévision sur les chaînes de télévision françaises, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été faites. Il existe des lettres de refus de participation des égyptologues africains aux débats qui ont eu lieu sur les chaînes nationales françaises sur la problématique de l'histoire de l'Égypte. Voilà. Il faut savoir qu'on peut monter, descendre, comme on dit chez nous en Afrique, au Congo précisément. On peut monter, descendre. Le peuple noir était le premier ici sur Terre. Et le peuple noir, ou ce peuple, ce que vous voyez ici, que tout le monde, la plupart détestent, prennent pour des sauvages, et tout le reste, peut faire toute diversité de races. Il peut faire des blancs, il peut faire des chinois, il peut faire tout. Mais aucune de ces races peut faire un noir à peau foncée aux cheveux crépus. C'est comme un peintre. Lorsqu'il peint, la couleur noire, c'est le début. Et en faisant des mélanges, on peut avoir des couleurs plus claires, vert et tout ce que vous voulez. Mais la couleur noire est la base de tout. C'est comme ça et voilà. Mon émission se termine par ici. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui viennent de s'abonner, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Là, ça sera pour une prochaine émission que je vais encore vous raconter des choses qui ne se racontent jamais à l'école. Au revoir. Paul Faber on the track.